Bonjour, c'est Pierre. Cette fois-ci, nous allons nous pencher sur un livre, COVID-19, The Great Reset, écrit par Klaus Schwab et Thierry Malret, publié aux éditions du Forum économique mondial en juillet 2020. L'œuvre a fait couler peu d'encre, mais a fait rager de nombreux doigts sur de nombreux claviers, et notamment depuis son édition française en octobre 2020. Nous présenterons des aspects à garder à l'esprit concernant le contexte du livre, puis nous poursuivrons avec les éléments mentionnés tout au long du texte avant de terminer par quelques non-dits qui sous-tendent, en creux, son propos. C'est le café crayon. Avant la lecture de The Great Reset, il faut identifier rapidement les auteurs, leurs intentions, réelles ou supposées, et leur milieu socio-professionnel. Nous conclurons sur l'intérêt du livre, réel ou supposé lui aussi. La présentation des auteurs sera succincte et basée sur quelques articles rédigés par Klaus Schwab et Thierry Malret, l'article Wikipédia concernant le premier, le second n'en ayant pas, et les présentations des deux, telles qu'elles figurent dans The Great Reset. Né en Allemagne en 1938, Klaus Schwab a obtenu ses diplômes d'économie en Allemagne, d'ingénierie en Suisse et d'administration publique aux États-Unis. Il enseigne l'économie à Genève depuis 1972. Il est connu en particulier pour avoir fondé le Forum économique mondial de Davos, en Suisse, en 1971. Son but affiché était de promouvoir l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise au-delà de la focalisation simple sur les actionnaires. Il est également l'auteur de 2 livres récents sur la 4e révolution industrielle. Thierry Malret, né à Paris en 1961, dirige avec d'autres un baromètre mensuel d'analyse prédictive à destination des décideurs et faiseurs d'opinion, quoi que cela veuille dire. Il est issu de l'EHESS à Paris et du St. Anthony's College à Oxford. Il a un niveau master en histoire et un niveau doctorat en économie. En France, il a fait partie du bureau du Premier ministre Michel Rocard de 1988 à 1991. Il a travaillé essentiellement dans des banques d'investissement et des groupes de réflexion américains, des think tanks donc, mais également à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Il a écrit de nombreux livres, dont 4 romans. Pour parler des intentions des auteurs, je vais faire mienne la plaisanterie classique de dire que, parmi tous les millionnaires, voire milliardaires, il ne s'en est trouvé aucun pour devenir Batman, ce qui indiquerait l'égoïsme fondamental des gens riches. Cependant, ce serait un raccourci d'imaginer qu'un Bill Gates ou un Klaus Schwab est malhonnête et mal intentionné. Klaus Schwab est aussi célèbre pour publier, depuis les années 70, un baromètre pays par pays prenant en compte la soutenabilité des modèles locaux. On peut dire qu'il a fondé le Forum économique mondial sur des objectifs plutôt sains. Il serait dommageable pour notre analyse de ne pas faire un procès en bonnes intentions de ces décideurs influents qui agissent à leur échelle. Le fait de partir du principe que, comme beaucoup d'entre nous, ils ont un projet positif pour l'humanité est une sécurité pour le raisonnement. Elle permet de ne pas passer à côté de certaines conséquences secondaires, néfastes, résultant des objectifs bénéfiques visés par nos bienfaiteurs autoproclamés. Le volet écologique, qui sert de pivot de réflexion au texte, n'est pas nécessairement une excuse pour avancer masqué. Cela ne rend pas les propositions de ce livre et ce que l'on y décèle moins effrayants. Un opposant simplement malveillant a ceci de rassurant qu'il appelle à des réponses claires. A l'inverse, un opposant bienveillant mais incompétent sera déraisonnable et imprévisible, voire prompt à la violence. Je vais initier mon propos suivant en mentionnant Laurence Toubiana sur la base de documentation factuelle. Je ne vais pas vous faire l'article. Sa carrière a rebondi entre instituts et think tanks, eux-mêmes adossés à de grandes écoles, à des ministères ou à des fondations privées. Pour situer, retenez que, d'un côté, en 2005, elle signe dans Les Échos, avec le directeur de l'OMC, une tribune intitulée « Pour la gouvernance mondiale ». De l'autre, en 2019, elle est chargée de faire rentrer les Gilets jaunes dans le rang de l'écologie climatique avec la Convention citoyenne pour le climat. Il semble que les auteurs de The Great Reset correspondent peu à ce type de portrait.
Les Schwab et les Malheureux de ce monde prennent des décisions et promeuvent les Toubiana qui exécutent et répètent l'avis du dernier qui a parlé. Dans une structure de pouvoir pyramidale, le sommet est un milieu plus restreint que la base. Il est alors prévisible qu'on puisse passer d'un ministère à l'autre aussi facilement que d'autres salariés passent d'un garage à un autre. L'impact de cette mobilité est inversement proportionnel au nombre d'institutions représentées. Il y a moins de ministères que de garages. La plupart des gens ont conscience de cette différence d'échelle. Malgré tout, face à la biographie de la spécialiste du grenouillage que j'ai prise pour exemple, on ne peut s'empêcher d'imaginer, d'instinct, un réseau très fermé et jaloux de ses prérogatives. C'est très certainement vrai, mais quiconque a mis les pieds dans le milieu associatif y verra les mêmes cooptations, connivences, coups de couteau et communautés de pensée. Les faiseurs de décisions évoluent dans un petit milieu où règne à la fois peu de cohérence et beaucoup de cohésion. Une fois de plus, je vous encourage à n'imaginer que peu les intentions des décideurs, dont les objectifs sont parfois très variés. Ce qui est beaucoup plus pertinent est d'observer l'unicité des présupposés qui sous-tendent leurs propositions. Dans ces milieux, les conclusions des raisonnements varient beaucoup d'un institut à l'autre, mais les prémices sont les mêmes, systématiquement, oserait-on dire, systémiquement. Le but n'est pas ici de vous rassurer, car les objectifs cachés ou non sont parfois moins effrayants que le système de pensée d'où ils surgissent. Avant que de lire ce livre, la question se pose de savoir s'il est, tout simplement, important. La réponse est bof. L'ouvrage semble et est péremptoire car y figurent quelques prémices et beaucoup de conclusions en excluant tout raisonnement. Les affirmations sont peu étayées, très générales et jamais basées sur d'éventuelles spécificités culturelles entre pays. Il ne serait pas ardu de désamorcer tout ce qui s'y aligne. Aucune échelle de temps n'est assumée par les auteurs. La seule référence temporelle est l'arrivée du vaccin, seule lumière au bout du tunnel. Finalement, les auteurs semblent tomber dans le piège classique de la réflexion qui est de confondre ce qui est et ce qui devrait être. Par exemple, si votre pote Étienne critique le manque de séparation des pouvoirs dans la Constitution, il ne sert à rien de répliquer en disant que la Constitution sert à séparer les pouvoirs. Ce serait confondre ce que devrait être la Constitution et ce qu'elle est réellement. The Great Reset est écrit par des gens influents et il ne peut qu'avoir une incidence, forte mais indirecte, sur les événements. Les auteurs ne s'adressent pas nécessairement à leurs pairs, mais ces derniers peuvent se payer le luxe, parfois littéralement, de confondre ce qui est, ce qui devrait être et ce qui sera. La comparaison s'impose avec le choc des civilisations. Quoiqu'écrit avec une certaine bonne foi, il était peu ardu de contredire les prémices d'un scénario de conflit généralisé entre des blocs bien moins unifiés que ce qui était supposé par Huntington. Ces thèses ont toutefois fait école auprès de ceux qui ne s'encombrent pas de ce qui est pour imposer ce qui sera. Les mêmes faiblesses peuvent être reprochées à Klaus Schwab et Thierry Malray, mais il n'est pas exclu que d'autres s'emparent des assertions des deux oiseaux pour en faire une prophétie autoréalisatrice. Cela dit, faut-il lire ce livre ? À la décharge des auteurs, le livre a été fait pour être lu. Tout est très bien chapitré et chaque paragraphe exprime une idée spécifique. La version anglo-globish est officiellement trouvable gratuitement sur les internets. Pour répondre à la question, ne lisez pas cet essai de bout en bout. Je vous conseille seulement de lire une vingtaine de pages successives prises au hasard. Ce sera une expérience proche d'un genre de conférence TEDx faite par un Luc Ferry sous Xanax, sans grand-chose d'original ni de réellement intelligent. Le temps que vous perdriez en lisant l'objet, prenez-le en allant regarder à gauche et à droite ce qui est dit sur la grande réinitialisation. Allez chercher sur les sites les plus complotistes, les moins complotistes et les plus anti-complotistes, mais ne lisez pas ce machin. Au pire, lisez simplement la conclusion. Je m'octroie une première parenthèse pour faire quelques remerciements. Je pense en premier lieu aux personnes qui ont supporté mes jérémiades concernant le livre d'aujourd'hui, qui fut peu agréable à lire. De plus, je remercie Vincent qui m'a prêté Effondrement de Jared Diamond, ainsi que Tania qui m'a prêté un ouvrage d'introduction à la pensée d'Hannah Arendt que j'ai exclu de cette note de lecture. Bien entendu, je remercie Auguste qui m'a prêté le livre de ce café-crayon et qui m'a indirectement motivé à ouvrir cette chaîne. Celui qu'on ne remercie pas, cependant, c'est un certain Michel Drac qui a copié le concept de notre chaîne. Un pillage d'autant plus lâche qu'il s'y est mis 4 ans avant nous.
Je vous invite par exemple à l'écouter concernant l'ouvrage de David Kayla et Coralie Delhomme, une grande dame qui nous a quittés récemment. Enfin, je remercie chaleureusement Pierre-Yves Rougeron et son cercle Aristote pour l'ensemble de leur travail, mais aussi pour la visibilité qu'ils ont offerte à la chaîne du Café Crayon, l'épave dans la mare. N'hésitez pas à leur prêter l'oreille. Merci beaucoup. Plusieurs choses ont capté mon attention lors de la lecture, notamment l'identification des problèmes et des solutions. Parmi elles, la numérisation et son sous-domaine, la surveillance de masse. Évidemment, ces solutions tombent systématiquement dans l'escarcelle de l'entreprise privée. Le livre se penche sur 3 problèmes à échelle mondiale: les changements climatiques, les effondrements d'écosystèmes et les pandémies. Ce sont des chocs issus de perturbations humaines. Ces chocs ont 5 caractéristiques. 1. Leurs causes sont non linéaires, suivant à la fois une exponentielle et un effet de seuil. 2. Ils affectent les plus vulnérables. 3. Ils sont mondiaux en termes de nature et d'échelle, et leurs solutions doivent être mondiales. 4. Ils sont assez réguliers et donc anticipables à différentes échelles de temps et d'espace, mais 5. Leurs conséquences, elles, ne sont que très difficilement anticipables. Je dirais que ces 2 dernières caractéristiques souffrent des manques dans le domaine de la recherche. De nos jours, la recherche publique est réduite à peau de chagrin par l'austérité budgétaire. Côté privé, les entreprises ont bien compris que leurs actions montent en fermant leur département d'innovation. De plus, les soucis de publication des travaux universitaires, tels que révélés par l'affaire du Lancet, soulignent les limites de la recherche à l'échelle internationale. En conséquence, il n'y a plus de possibilité d'anticipation des problèmes ou des solutions. Pour citer un type peu fiable, moi, l'avenir, ce n'est plus d'actualité. Concernant les plus vulnérables, les auteurs se penchent à leur chevet par des propositions floues de mécanismes de protection contre les risques et d'un salaire minimum. Toutefois, les auteurs n'interrogent pas cet état de fait et semblent n'envisager, à leur corps défendant, que le business as usual. Les plus vulnérables ont vocation à le rester. Quant aux échelles des problèmes et des solutions, j'admets qu'elles sont souvent internationales, à défaut d'être systématiquement mondiales. Cela suppose de la coopération. Cependant, étant donné les récents hiatus, voire la mort cérébrale des institutions internationales, OTAN, OMC, ONU, etc., plus personne ne compte sur le multilatéralisme hérité de la période post-guerre froide. À mon sens, seuls les contrats bipartites classiques semblent porter leurs fruits car ils ciblent des objectifs précis, avec la limite cependant qu'ils doivent se créer en amont des chocs. La solidarité inconditionnelle entre États ne peut exister qu'entre États moraux. Pour paraphraser Margaret Tina Thatcher, la société des nations n'existe pas, il n'y a que des États individuels. Les coopérations peu efficientes et pas efficaces ne peuvent se poursuivre dans l'univers géopolitique par définition amorale. Elles semblent donc ne pouvoir perdurer que sous contrainte, comme nous le voyons de plus en plus. Un terme qui revient beaucoup est la numérisation, digitalisation en contexte anglo-globish. Selon les auteurs, la numérisation va s'accélérer par le développement du sans-contact et par la relocalisation. Page 157, les auteurs donnent quelques données pour une fois. Les pourcentages d'emplois automatisables d'ici 15 ans. 86% dans la restauration, 79% dans la vente et 59% dans le divertissement. Ces données concernent, sans surprise, les États-Unis d'Amérique. L'automatisation ne concernerait donc que les postes de premier de corvée, c'est-à-dire les cols bleus dont les travaux ont une forte physicalité. La contradiction type nous est fournie ailleurs par CGP Grey, qui donne l'exemple des avocats fiscalistes dont le travail est souvent de déceler les incongruités dans les suites de contrats, déclarations et papiers. C'est typiquement un travail de col blanc qui est numérisable à très court terme. Laurent Alexandre, par ailleurs, cite également l'analyse d'images médicales qui, au contraire de l'essentiel des professions médicales, va sans doute être suppléée par l'intelligence artificielle. Autre élément de numérisation mentionné dans le livre, l'automatisation des feuilles de route, qui est ma traduction de automatisation des processus robotisés, RPA en contexte anglais.
Les équipes d'Élise Lucet nous avaient montré des préparateurs de commandes soumis à des trajets générés par intelligence artificielle. Thierry Malray et Klaus Schwab nous décrivent la même chose en milieu hospitalier en disant que cela économise un temps fou aux infirmières. Ils ne notent pas que c'est également une bonne raison pour réduire les équipes dont les membres croulent alors sous les missions chronométrées. Le nombre d'infirmières a été réduit, mais pas celui des managers, pourtant suppléés et remplacés si avantageusement par des IA. Les auteurs ne savent ni n'interrogent le fait que les postes de pousseurs de crayons surpayés ne sont que rarement supprimés. Ils ne se demandent pas non plus à quel échelon l'automatisation des feuilles de route n'est plus applicable. Une question reste alors en suspens. Un Thierry Malray est-il, devrait-il ou sera-t-il remplacé par une machine ? Une autre problématique soulevée est celle de la surveillance entre pistage et traçage. Le pistage, qui se fait en direct, est plus individuel, policier et répressif. Le traçage se fait a posteriori et semble moins intrusif, plus analytique et préventif. Avant que de réfléchir aux mérites de l'un et de l'autre, rappelez-vous que si je vous propose d'aller au KFC ou au McDonald's, vous pouvez me répliquer que rien ne vous oblige à aller au fast-food. L'opposition ou la complémentarité entre les deux solutions est artificielle. Il est tout à fait possible d'imaginer une civilisation ne mettant en place ni pistage ni traçage informatique, comme cela a été le cas depuis les 8000 dernières années. Cependant, l'option de ne pas surveiller la population n'effleure pas notre couple franco-allemand. La surveillance de masse sera. Scruter les individus et ou les mouvements de masse peut être interprété par le lecteur soucieux comme une manière de surveiller le mécontentement populaire. Bien que jamais abordée frontalement, la gronde de la populace est présente dans tout le livre comme une menace sourde et urgente. Dans ce chapitre dédié à la surveillance, la santé publique semble passer au second plan et l'on se demande ce qu'elle vise à empêcher. Schwab et Malray soulèvent les 3 questions de ces programmes de surveillance. 1. Une participation volontaire ou obligatoire. 2. Une collecte publique ou privée des données. Et 3. Des données personnelles ou anonymisées. On ne nous donne pas de réponse définitive à ces questions. Immédiatement est citée l'Union européenne qui balaye le peu d'objections mentionnées en disant qu'elle a émis des lignes directrices et une boîte à outils. De leur côté, les GAFAM ne mettront pas à disposition leurs programmes aux organisations, de santé ou non, ne respectant pas leurs conditions générales d'utilisation. Une fois de plus, les entreprises négocient l'usage de leurs instruments. Le volet pseudo-politique, lui, s'empêche d'émettre toute possibilité de sanction contre ceux, États ou entreprises, qui ne respecteraient pas les soi-disant contraintes. Par ailleurs, pour nos 2 scénaristes, les entreprises vont s'arroger le droit et le devoir de surveiller leurs employés car ils en auraient la responsabilité. En effet, les employés pourraient se retourner contre les employeurs et le système de justice les rendrait responsables des contaminations sur le lieu de travail. La surveillance des employés est ainsi présentée comme une réforme nécessaire dont l'initiative revient aux entreprises. Aucune évolution du cadre légal n'est envisagée dans ce triptyque entreprise, justice, individu. Globalement, l'ensemble des démonstrations se base sur le primat donné à l'entreprise. Il semble, dans le discours des auteurs, que l'entreprise est l'unité de base du tissu social, systématiquement qualifié de sociétal. C'est autour de ce plus petit dénominateur commun que gravitent les autres acteurs. Ceux-ci émettent des injonctions et désignent des objectifs. Les entreprises établissent les moyens à mettre en œuvre pour suivre ces demandes. Je le répète, le créateur du forum de Davos promeut l'entreprise des parties prenantes. Le livre et le futur qui y est décrit sont basés sur cette thèse. Dans le futur estampillé Schwab, les entreprises se plieront aux exigences des institutions petites et grandes. Parmi ces institutions qui feront pression, on ne sait comment, se trouvent les clients, les employés, les activistes, le gouvernement et la jeunesse. Tout ça sur le même plan. Cependant, la pression sans contrainte n'a d'effet qu'en cas de moralité de l'acteur. L'entreprise n'a pas, et ne devrait pas avoir, de moralité. Cela interpelle en particulier sur le volet écologique. En effet, la responsabilité écologique de l'entreprise est l'un des aspects centraux du livre. On sait le lien direct de responsabilité entre l'entreprise et ses actionnaires. Toutefois, il paraît peu pertinent de compter sur une responsabilité écologique, toute théorique.
la liberté de l'entreprise de causer des pollutions ne s'arrête qu'une fois mise devant ses responsabilités par un acteur tiers. Mais les auteurs n'identifient pas de contraintes spécifiques qui forceraient les entreprises à se soumettre aux demandes écologiques. Le lecteur se voit forcé d'imaginer que, selon Klaus Schwab et Thierry Malray, l'entreprise capitaliste se transformera, on ne sait comment, en un être moral pour se saisir de l'initiative écologique. Cela sera valable aussi pour la protection sociale et la santé publique. Pour les responsabilités morales de l'entreprise comme pour tout le reste, les auteurs confondent ce qui est, ce qui devrait être et ce qui sera. La seconde parenthèse sera dédiée à Jared Diamond pour son livre Effondrement, publié en anglais en 2005 et en 2006 chez Gallimard dans la collection Folio Essais. L'auteur s'intéresse à la chute de plusieurs civilisations, notamment celle de l'île de Pâques, dorénavant très documentée. Le livre n'est pas pessimiste, car il décrit également certaines réactions positives ayant contré des effondrements programmés. Il revient sur le Japon et la destruction des forêts originelles, à laquelle a succédé un programme de reforestation sous l'égide d'un gouvernement à poigne. Je ne résiste pas à vous narrer cela, page 504. La paix, la stabilité politique et une confiance justifiée en leur propre avenir encouragèrent donc les shoguns Tokugawa à investir et à faire des plans d'avenir à long terme sur leur domaine, contrairement aux rois mayas et aux présidents rwandais et haïtiens qui ne pouvaient ou ne peuvent pas espérer voir leurs fils leur succéder, ni même parvenir eux-mêmes au terme de leur mandat. La société japonaise était, dans son ensemble, et elle l'est toujours, relativement homogène du point de vue ethnique et religieux, et ne connaissait pas les divisions qui déstabilisent la société rwandaise, voire les sociétés mayas et anasazi. Du fait de sa situation isolée, du peu d'échanges commerciaux qu'il entretenait avec le monde et de sa renonciation à l'expansion géographique, le Japon des Tokugawa ne pouvait compter que sur ses propres ressources et ne pouvait de toute évidence pas chercher à garantir sa survie par le pillage des ressources d'un autre pays. De même, parce que les shoguns avaient imposé la paix dans le pays, les Japonais savaient qu'ils ne pourraient pas satisfaire leurs besoins en bois par l'appropriation du bois d'un voisin. Vivant dans une société stable, sans subir d'influences étrangères, l'aristocratie aussi bien que les paysans du Japon s'attendaient à ce que l'avenir ressemblât au présent et pensaient que les problèmes qui surviendraient dans l'avenir allaient devoir être résolus grâce aux solutions du présent. Les paysans aisés de l'ère Tokugawa partaient du principe que leurs terres seraient finalement transmises à leurs fils. L'auteur montre ici que l'espoir d'une continuation à échelle nationale permet de prendre des décisions pérennes. Je le répète depuis 20 ans, c'est l'incertitude qui tue. Prendre des décisions nécessite une haute vue sur les conditions du lendemain, bonnes ou mauvaises. Si gouverner c'est prévoir, l'actuelle gouvernance, c'est l'intendance sans ambition pour demain, ni respect pour hier. The Great Reset est une succession d'affirmations sans démonstration, à la manière d'un article complotiste mal fait. Cependant, après les conclusions sans base et le livre enfin refermé, surgissent surtout les non-dits qui sous-tendent la réflexion des auteurs. On distingue alors les modèles originaux des images déformées que nous offrait le livre, le consommateur, le gouvernement et le numérique. Mais nous commencerons avec le reflet que le livre renvoie de « nous ». S'il fallait relire le livre, et ce serait vraiment chercher les problèmes, il serait ardu de déterminer à qui se réfère ce pronom. Ce « nous » peut bien entendu être interprété comme le « nous » de la recherche qui se réfère à l'auteur, seul ou à plusieurs. Il peut aussi être interprété comme un « nous » englobant tout lecteur du texte. Il peut même être parfois interprété, par le marxiste qui se relie, comme la classe périphérique, pour citer un lapsus de Nicolas Vidal. Je pense que, même sous la plume des auteurs, ce « nous » est très fluctuant et toutes ces identités se mêlent un peu. Mais surtout, je l'ai dit, le livre est aussi agréable à lire que la carte postale d'un Jacques Attali à un Christophe Barbier. Le « nous » semble, le plus souvent, s'adresser à ce type d'exécutant parapolitique mentionné plus tôt, qui répète l'opinion du dernier qui a parlé. Le livre est probablement à voir comme une courroie de transmission, destinée à décrire la suite du plan tel qu'envisagé par les faiseurs de décision. Il s'adresse à nos nouveaux chiens de garde médiatiques et à nos nouveaux chiens de berger politiques. Il y a deux grands absents dans le livre. On s'intéresse beaucoup, certes, au consommateur et à la pression qu'il peut exercer sur l'entreprise afin qu'elle aille dans les bonnes directions. Cependant,
le producteur n'existe tout simplement pas, si ce n'est, parfois, à travers l'image de l'employé, mais toujours au pluriel. Les employés, donc, ne sont que masse à choyer, diriger et surveiller. L'homo economicus rationnel, consommateur-producteur, n'est guère plus qu'un consommateur des pays développés qui ne fait que consommer les productions d'ailleurs. Cet ailleurs est un angle mort des auteurs qui ne se soucient en aucun cas des restes du monde. Politiquement, la figure des activistes semble être la seule à avoir un peu de prise sur l'entreprise. Les consommateurs peuvent s'organiser comme activistes, et les employés aussi. Ils exercent ainsi un pouvoir de lobbyisme, en externe et en interne, pour diriger l'entreprise dans les sens voulus. L'entreprise serait une bille dans un flipper, dirigée successivement par des activismes aux objectifs singuliers, vers la protection sociale, puis vers l'inclusivité, puis vers l'écologie, puis vers la santé, etc. C'est cela, la gouvernance à l'horizontale, sociétale, définie très tôt dans le livre. Une forme d'improvisation constante entre diverses injonctions presque pas contradictoires, émises par des acteurs sans aucune responsabilité ni capacité de contrainte. Le second grand absent du livre est le citoyen, qui est pourtant concerné par tous ces aspects. Jamais une instance politique n'est citée dans le livre. Il n'y a pas de communauté politique unie, ni langue, ni peuple, ni histoire. Aucune volonté de vivre ensemble et de regarder dans la même direction. Le gouvernement subit la pression des votants, terme mentionné une seule fois, mais on ne sait comment. Les parlements, les chefs d'État, les responsables politiques n'existent pas et ne changent pas. Seuls sont tolérés, à la marge, les gouvernements qui ne sont là que pour offrir un environnement sain aux entreprises et pour calmer les demandes populaires. L'impression qui se dégage est que les consommateurs seraient équipés d'un capital monétaire et social qu'ils investiraient dans des entreprises ou des organisations activistes pour en récupérer les fruits. Les auteurs oublient la première règle de l'investissement. On n'investit que ce que l'on peut perdre. Beaucoup de gens ne peuvent risquer de perdre l'argent ou le temps qu'on leur laisse. La société de la grande réinitialisation est une société censitaire où seuls ceux qui ont l'argent ou le temps influent, un peu, sur les initiatives des entreprises. Dans une telle société, les gouvernements sont, en apparence, réduits à l'intendance administrative et semblent donc absents de l'équation Schwab-Malray. Cependant, j'ai mentionné les plus vulnérables destinés à le rester, mais ce n'est pas tout à fait exact. Les auteurs prônent et ou prédisent une redistribution plus importante des riches vers les pauvres et du capital vers le travail. En somme, ce qui frappe, c'est cette phrase du livre « Les gouvernements sont redevenus importants ». À leurs yeux, les gouvernements sont ressortis des abysses parce qu'ils sont à nouveau nécessaires aux entreprises et à la grande réinitialisation. Le terme traîne en réalité dans les milieux financiers depuis la crise de 2008. C'est une réelle demande, vécue comme une nécessité d'assainissement du monopoly de la spéculation, devenu au fil du temps un Jenga qui va d'effondrement en effondrement. Pour les auteurs, depuis 5 siècles, les gouvernements prennent de l'importance après chaque crise. Donc, il n'y aurait pas d'autre alternative que de procéder à des nationalisations par rachat d'actions. Les gouvernements doivent user de leur capacité de financement pour racheter des parts d'entreprises et pour soutenir les secteurs publics de l'éducation, de la recherche et de la protection contre les risques, santé et chômage. Nulle part n'est posée la question de la nocivité de ces renflouements, ni la manière de financer tout cela. Actuellement, beaucoup d'entreprises zombies sont maintenues par une finance artificielle alors même qu'elles ont cessé d'être rentables ou simplement utiles. On comprend que le but est de réorienter la création monétaire par quantitative easing pour nipponiser l'économie mondiale. On note, sous le texte, une focalisation sur les entreprises de services aux clients, B2C par opposition au B2B. Les entreprises de services aux entreprises est un environnement resté extrêmement concurrentiel. C'est un volet important de l'économie réelle et c'est probablement pour cela qu'il subit peu les déformations dues aux émissions monétaires à répétition, probablement par ignorance des instances dirigeantes. Cette ignorance se voit dans The Great Reset. On peut aussi se demander pourquoi les individus auraient besoin de plus de services publics de protection contre les risques, notamment de chômage. La demande populaire d'un revenu minimum est mentionnée dans un coin du livre. Pourtant, rien n'est dit sur sa mise en place, tant on sait que le salaire unique de Bernard Friot et Maurice Thorez n'a pas le même effet qu'un salaire universel permettant de consommer pain et jeux.
Retenons que les gouvernements sont redevenus importants pour sauver les entreprises, qui par essence le méritent, et pour remplir le rôle de Big Mother pour ceux dont les emplois auront été numérisés. Je reviens sur le thème de la numérisation, car la manière dont il est traité montre que le monde d'après est juste une poursuite des changements initiés dans le monde d'avant. Les 174 premières pages sont dédiées à la crise qui a montré A. L'importance du travail de service physique et B. La fragilité des systèmes de flux tendus. Après tout cela, la page 175 est dédiée à 4 questions formulées comme 2 suggestions et 2 injonctions. Suggestion 1, on peut parfois envisager d'encourager le travail à distance. Suggestion 2, on peut parfois envisager de réduire les déplacements par avion. Injonction 3, on doit transformer le business et les instances de décision pour se fournir et s'adapter encore plus rapidement. Injonction 4, on doit numériser de plus en plus de pans de l'entreprise et de plus en plus vite. On voit que les 2 questions liées le plus directement à l'écologie et aux conditions des travailleurs sont présentées comme des possibilités. La rapidité et la dématérialisation, elles, sont incontournables. Les auteurs critiquent le monde d'avant, mais leur futur ne tient jamais compte des leçons soi-disant apprises. Afin de résoudre les nouveaux problèmes, il faut poursuivre les mêmes méthodes allant toujours plus vite, vers les mêmes objectifs allant toujours plus loin. En somme, la grande réinitialisation est juste la suite de ce que vous avez déjà vu depuis 15 ans, mais en mieux. Continuez à rediriger la puissance de l'État vers l'entreprise et contrôler la cariatide populaire. C'est moins une réduction au numérique que l'accroissement du champ de l'indexation. On indexe au fil de l'eau les objectifs et les activités, qu'elles soient publiques, privées ou même individuelles. On continue d'appliquer le management décrit par Johann Chapoutot pour aboutir à la Gleichschaltung, la mise au pas, pressentie par Emmanuel Todd. Une seule injonction, je veux voir qu'une tête. Derrière une nouvelle normalité, prévue et promue, se cache la nouvelle normalisation, initiée déjà avant la précédente crise. Le titre nous avait menti. La grande réinitialisation n'a pas attendu le Covid-19. C'était donc Covid-19 The Great Reset par Klaus Schwab et Thierry Malray. Vous l'aurez compris, sa lecture n'est pas indispensable ni agréable, mais les lectures et documents complémentaires que vous saurez trouver le seront davantage. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de bonnes journées.